Bienvenue chez Carib, on est extrêmement heureux d'accueillir pour la deuxième fois Dov Lynch, donc pour la parution de Au fond qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Euh, c'est un roman qui se déroule sur une période plutôt longue, euh, entre donc la fin de la guerre, avril 1945, le moment où l'armée rouge vient, vient reprendre Vienne, jusqu'en 1989, donc la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide. Ça, c'est la couverture temporelle du livre. Ouais. Dans ce livre, donc, il y a un personnage central qui s'appelle Clemens Steiner. Donc, on l'appelle Clem, qui était au moment de 1945, donc c'est un ancien policier autrichien. Et il revient des camps jusqu'à Vienne au moment de ce siège, avec son certificat de dénazification. Il revient dans la ville exactement au moment de l'offensive de l'armée rouge, qui donc a été encerclée, assiégée. On peut découvrir ça dans Wikipédia, pas du tout dans le livre, du 2 au 13 avril 1945. Quand le roman débute, en fait, Clem commence à raconter un soldat américain lors d'un interrogatoire, je vais mettre ça entre guillemets, parce que les buts, les visées de cet interrogatoire sont assez confuses. Un interrogatoire donc, qui se déroule en décembre 1945, où il y a un officier américain qui interroge cet homme, Clem, et qui cherche à comprendre d'abord les circonstances de son retour à Vienne, et puis surtout comment il a réussi à quitter la ville dans cette atmosphère de siège et de chaos. Dès le départ, en fait, c'est un récit déjà à double fond, un récit dans le récit, un récit dans lequel la période est trouble, dangereuse, dans lequel tous les faits, le récit lui-même est frappé d'incertitude. Puis bon, dans cette période de fin de conflit, voilà, de chaos, de délitement. Donc cet officier, il veut savoir pourquoi Clem et comment il a réussi à quitter Vienne au moment où la ville tombait. Et puis à la fois l'interrogatoire, puis le roman lui-même, en fait, c'est assez lourd de tous ces blancs, des silences de Clem, des choses qu'il ne dit pas, des soupçons qui pèsent sur lui, ou qui ne sont pas vraiment exprimés, mais peut-être des soupçons d'espionnage, de trahison, et puis d'une atmosphère comme ça de chaos un peu halluciné, qui m'a fait penser moi au film de Lars von Trier, Europa, à cette atmosphère de fin de guerre. Comme dans Mer Noire, donc il y a cette atmosphère assez hypnotisante, extraordinaire, fascinante, où les blancs et les non-dits diffusent comme ça une atmosphère, des radiations de manière sourde. Et puis il y a tout ce qu'on devine, qu'on va deviner au fur et à mesure du récit, de l'expérience de Clem pendant la guerre. Voilà, donc toute cette histoire, toute cette expérience sont évoquées de la chute de la guerre jusqu'à 1989, dans une sorte d'odyssée, à la fois odyssée sur le fleuve Danube, ça on en parlera tout à l'heure, et puis odyssée temporelle. Dans Mer Noire, donc votre roman précédent qui était paru chez Anacarsis, il y avait un personnage irlandais qui entreprenait lui une odyssée géographique depuis l'Irlande, son pays natal, jusqu'à la Mer Noire, sur fond de conflits armés. Et alors au fond, donc c'est une autre forme d'odyssée, plus temporelle, donc située entre ces deux points 45-89. Je voulais savoir pourquoi déjà avoir choisi cette période, cette forme. Ouais. Bah, merci beaucoup. Je crois que c'est marrant d'entendre comme ça parce que c'est compliqué à expliquer. En fait, ce roman, je comprends. Enfin, pour moi, ce roman, mais ouais, c'est difficile à expliquer ce roman. C'est compliqué. Je ne suis pas du tout intéressé par les romans historiques. Et ça m'intéresse pas. Je lis pas les romans historiques. Et ça m'intéresse parce que j'aime bien les romans d'espionnage, mais c'est pas. Voilà, donc ce roman, il prend des codes, il utilise des codes de romans d'espionnage, il utilise des codes d'un roman historique. Il est placé dans un contexte très particulier. Mais je me fiche complètement de ça. Donc c'est marrant parce que comment expliquer ce truc? Qu'est-ce qui m'intéressait en fait avec ça? C'est vrai que c'est un écho double à Mer Noire, parce que Mer Noire, c'était une traversée de l'Europe géographique. Un type qui partait de l'Irlande, donc du bout complètement à l'ouest de l'Irlande, et qui traversait d'un bout de l'Europe à l'autre, à pied, en voiture, en train, jusqu'à cette partie en bateau.
et il se retrouve dans cette partie qui fait partie de l'Europe aussi, qui n'est pas totalement acceptée comme partie de l'Europe, mais qui est la Géorgie, donc la partie complètement à l'est. Et là, c'est autre chose, mais j'étais conscient, je voulais faire un traversée vraiment temporel. Donc prendre un type qui traverse l'Europe dans un contexte très défini encore, enfin de 45 à 89, et je voulais aussi, ce qui m'intéressait, c'était les moments de transition. Donc en fait, quelqu'un qui se retrouve dans un moment d'interregnum, où la loi n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi. Donc tout est renversé. En 45, à la fin de la chute de l'Allemagne nazie, l'arrivée des Russes, ils sont pas encore là, les Américains sont pas encore là, c'est un moment de chaos total. Il n'y a pas de non-loi, en fait. Et interregnum, en fait, c'est un concept, j'ai beaucoup lu, un concept romain qui existe, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle dans l'interregnum. Il n'y en a pas. Donc en fait, c'est un moment de carnaval. Tout est permis. Tous les meurtres sont permis, les masques sont permis, enfin tout est permis. Et quel est un homme dans cette situation-là, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'un homme dans ce moment-là où tout est renversé, ça va être comment tu survis. Et ça, il y a un autre concept qui m'intéressait. Pour ça, c'est un concept aussi de droit romain qu'Agamben a développé, qui s'appelle l'homo sacer, qui est un concept de quelqu'un. C'est quelqu'un qui peut être sacrifiable, qui veut tuer sans être sacrifié. C'est-à-dire qu'on peut tuer un homo sacer. C'est quelqu'un ça existait dans le droit romain. On peut tuer un homo sacer et pas en payer le prix. Et pour moi, un clem, c'est un homo sacer. C'est qu'il ne vaut rien. Il est sans identité. En 45, il ne vaut rien du tout. Il n'a aucune identité. Il sort d'un camp. Il est ex-tout. Il est ex-détenu, ex-policier. Il n'a aucune valeur pour personne. Comment on survit un homme comme ça? Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un roman sur. Ce qui m'intéresse, c'était la survie. Comment un homme survit? Comment tu survis dans une situation comme ça? Et qu'est-ce qui reste? Parce que c'est un survivant, quand même. Ça qu'est ce personnage. Je sais pas, voilà, mais c'est tout. Pour moi, c'est toute une réflexion. Il se fait torturer, battu, mais il se relève toujours. Et ça l'interpelle. Comment on se relève? Pourquoi est-ce que les gens se relèvent? Et peut-être qu'on se pose pas assez la question, mais tous les jours, chacun fait partie de cette expérience. On se relève toujours. Tout le monde. Enfin, donc la survie, en fait, c'est la vie. Tout le monde se relève tous les matins, hein, on sort du lit, on continue. Donc c'est une question qui m'intéresse. Bon là, c'est exposé à l'extrême parce que c'est dans une situation très radicale, mais c'est ça. Voilà, il y a plein d'autres thèmes, je suis sûr que vous allez les poser, mais sur Danube, l'amour, etc. Mais le deuxième grand thème pour moi, c'est le langage. Pour moi, ce livre est ma réflexion sur le langage. Comment exprimer les choses. Et qu'est-ce qui peut, et c'est pour ça que c'est peut-être un peu compliqué aussi, qu'est-ce qui peut, je suis passé par un long processus de réflexion sur le langage. Parce que je suis anglophone, donc j'ai écrit, c'est une intuition, j'ai pas de théorie, mais j'ai une intuition sur le langage. Et l'intuition, c'est la suivante, en fait, alors je suis passé comme ça en anglais, j'avais un rapport au langage qui était indissociable. J'ai un rapport au langage, donc je parle anglais, j'écris en anglais et je réfléchis en même temps, c'est un truc complètement imbriqué. Le langage est constitutif de ma réflexion. Il y a une citation de Heidegger qui dit si on va à la fontaine, on passe par le mot fontaine. Si on va à la forêt, on passe par le mot forêt, même si on n'évoque pas ce mot. C'est-à-dire qu'il y a un truc complètement intègre entre réflexion et langage, même si on l'exprime pas. Voilà, ça c'est l'anglais pour moi. Le français, j'ai commencé à écrire en français et il y a une brèche qui s'est ouverte entre ce que je pouvais penser et ce que j'avais les moyens d'exprimer. Et là, cette brèche me fait peur. Peut-être que c'est parce que je parle mal français, mais c'était un peu ça. C'était un peu, j'ai moins de capacité en français. Je suis au ralenti total. J'écris à 2 à l'heure par rapport à l'anglais qui est à 100 à l'heure. Enfin, j'ai aucune virtuosité. Ça ne saute pas aux yeux comme ça. Mais je parle mieux. À l'écrit, c'est vraiment difficile. À l'écrit, c'est vraiment difficile. Vraiment, et j'ai l'impression chaque phrase, je suis pas sûr de la conjugaison. C'est ça. Hein. La syntaxe peut-être nulle. Ça va je vais peut-être faire une erreur. Donc voilà, ça c'est le français. Je me suis là. Deuxième et troisième étape, alors donc Heidegger a tort. Il y a un truc qui va pas. Il y a une petite brèche. C'est qu'on va pas à la fontaine par le mot fontaine si c'est une autre langue. Il y a un truc. J'ai écrit ce roman en anglais et je l'ai retraduit en français. J'ai réécrit en français. Et j'ai découvert la même brèche en fait. C'est ça qui m'a
étonné. Et l'intuition qui m'est venue, c'est que en fait, les limites du langage ne sont pas les limites de ma capacité. C'est qu'il y a des limites au langage. Et ça, c'est autre chose. Et ça veut dire que s'il y a une limite au langage, quelle que soit ma capacité de l'écrire, que ce soit en anglais ou en français, s'il y a une limite, c'est qu'il y a quelque chose au-delà du langage. C'est un monde de silence. C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'Heidegger a complètement tort. C'est qu'on ne va pas à la fontaine seulement par le mot fontaine, c'est-à-dire qu'il y a autre chose en dehors des mots. On réfléchit, mais voilà, c'est une intuition que j'ai, donc ça m'interpelle ce concept. Et ça, là, ça m'amène, juste pour finir ça là-dessus, à ce que dit Wittgenstein sur le langage. Il dit les limites du langage, ce ne sont pas les limites du monde, ce sont les limites du langage. Il ne faut pas se tromper. Si les limites du langage sont, pas les limites sont seulement les limites du langage, c'est-à-dire qu'il y a un monde hors langue. Et là, ça me fait réfléchir. Ça me fait un peu peur, mais Et ce bouquin, pour moi, il y a beaucoup, c'est pas dedans du tout, je crois qu'on le lit sans du tout réfléchir à tout ça, mais pour moi, c'est beaucoup là-dessus, sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, quand on dit quelque chose, qu'est-ce qui est non dit. Voilà. Là, c'est ce qui m'intéresse. Ouais. La question que j'avais envie de poser sur les limites du langage par rapport à ça, c'est est-ce que ces limites du langage ne sont pas liées justement au type de personnage dont il s'agit, qui a des points communs avec Sous une mer noire. Il y a une, comme dans Mer Noire, il y a une atmosphère très particulière qui est liée à une forme de sécheresse de la langue. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas beaucoup d'informations. Voilà. Le personnage, enfin, l'histoire est vue du point de vue du personnage de Clem, de ce qu'il peut ou ne peut pas raconter, et effectivement de tout ce qu'il a dû mettre en œuvre ou déployer pour réussir à survivre. Et il y a des choses qu'il ne peut pas dire, ou alors qu'ils ne peuvent pas être entendus par les autres. Voilà, et que, du coup, il y a une forme de sécheresse de la langue qui s'impose d'elle-même pour moi du fait de ce qu'est le personnage, ce qu'est l'histoire elle-même. C'est vrai que c'est des personnages qui sont pas loquaces, hein. Ils parlent pas beaucoup. Tu m'étristes en plus. Non, et puis ils sont pas dans c'est pas des romans psychologiques, donc on n'est pas dans, quoique pas complètement mutique, mais moi, je vais vous dire honnêtement, je ne crois pas je ne crois pas au soi-disant dialogue, enfin le monologue intérieur qui est souvent exposé dans les écrivains, dans un roman. J'y crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est complètement fictif. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça qu'on se parle. Je crois qu'on se parle avant tout soi-même. Enfin, peut-être ce personnage me ressemble. Je me parle beaucoup en silence en fait. J'ai pas les choses sont complètement pas dites, sont évoquées, sont senties, mais pas exprimées dans une espèce de je sais pas. Donc, je sais pas. C'est peut-être ces personnages me ressemblent un peu quelque part. Enfin, parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas très loin de moi en tout cas comme ça. Mais c'est vrai que. Alors une des choses qui m'a frappé au début, puisque donc le début du roman, ça se déroule pendant cette offensive de l'armée rouge sur Vienne, offensive de Vienne. Et en fait, il y a très peu d'informations historiques justement, puisque tout est vu et ressenti et vécu du point de vue de Clem, qui lui est emporté dans des événements historiques qui sont beaucoup plus grands que lui et qui le dépassent, dans lesquels il est un peu ballotté. Et puis tout ce manque d'informations, ces silences, ces blancs ou ces omissions volontaires, ça contribue à produire une atmosphère dans le roman qui est assez extraordinaire. Moi j'ai pensé souvent en fait en lisant ce roman à Modiano, parce que voilà, il y a une espèce de patte comme ça, assez fascinante, hypnotisante, et des choses qui apparaissent sous forme de détails, détails de ce qu'il vit lui ou ce qu'il est capable de dire. Donc j'avais envie que vous nous parliez de ça, de cette tonalité ou de cette atmosphère. Ah ouais, mais c'est vraiment c'est une bonne question parce qu'en fait c'est tout l'art quoi pour moi. Mais c'est vrai que Modiano, j'ai pas beaucoup lu de Modiano, mais je vois ce que vous voulez dire, ouais, et peut-être que ouais, mais ouais, pour moi tout est dans l'atmosphère. Enfin dans l'écriture c'est l'essence même de la voix d'un écrivain. Je crois que c'est dans l'atmosphère qu'on crée le ton, c'est la voix quoi. Mais
ouais, c'est une question. Et donc c'est obligatoire que c'est par des petits détails qu'on dépeint quelque chose. Enfin, finalement, c'est pas par des grandes explications sur ce qui se passe en 45 à Vienne. C'est par des petites choses. On marche sur des bouts de bois. On marche dans la rue, dans les décombres. On passe ou l'odeur qu'on ressent dans un escalier. D'urine, enfin quelque chose comme ça. Enfin, c'est ce qui évoque c'est ce qui va évoquer et dépeindre une situation pour moi, qui serait vraie. Mais moi, je sais pas, personnellement, je m'amuse parfois quand je suis dans la rue à me dire comment je décrirais ça. Quand je vois un ciel, par exemple, comment je ferais. Je sais pas, je fais ça depuis des années, bien avant que je sois écrivain, mais comment décrire les choses? C'est une question qui est difficile. Donc, parce que la description, elle peut être verbose et sans fin, et finalement, en fait, il faut pas beaucoup. Il faut donner quelque chose voilà, Mm. de vrai qui soit juste assez pour. Parce qu'en fait, c'est la force peut-être de la littérature, c'est juste d'évoquer, puis en fait, les gens vont boucher les trous, ils vont remplir tout ça eux-mêmes. Bon, l'autre impression que j'avais par rapport au blanc et au non-dit dans les récits, ça semble aussi traduire l'impossibilité pour ceux de l'extérieur, alors que ça soit de l'extérieur de la situation du conflit ou de l'extérieur de la période, ceux à qui on raconte plus tard, de comprendre ou d'appréhender réellement ce qui s'est passé, de comprendre vraiment les faits, les motivations, les comportements. C'est comme ça, par exemple, que Clem est interrogé par des officiers américains, et puis il y en a un qui brandit ses origines allemandes, disant que c'est ça qui lui permet de comprendre la situation. Euh, Ouais, voilà, c'était aussi la traduction, je trouve, dans le roman, l'impossibilité de comprendre et de distinguer ce qui s'était réellement ouais, passé. ouais. Quel est le bien du mal, Mm, quel est le noir du blanc dans ce mm, type de situation. mm, Voilà, là, mm. c'est Mais juste. non, je crois que vous avez tout à fait raison. En fait, cette histoire est racontée par plein de filtres différents. Il y a 3 périodes, donc il y a le 45 avril, il y a 45 décembre, et puis il y a 89. C'est raconté par Clem sous la pression d'un interrogatoire. C'est raconté par Clem par le filtre de sa Mm. mémoire. Et puis c'est raconté dans le moment presque, dans ce qui se passe en 45 en avril, lors de sa fuite. Donc en fait, enfin, l'écriture pose toujours cette question de pour qui raconte-t-on une histoire, pour qui est l'histoire. Donc et c'est évoqué là. Donc pour qui quand Clem dit quelque chose, c'est toujours par sa perception, enfin par sa voix. À qui parle-t-il et pour qui le dit-il? La question doit toujours se poser. Et comme c'est flou, et comme c'est pas clair, c'est compliqué. Bon, je crois que c'est forcément un peu. Moi, je trouve ça intéressant pour le lecteur, mais on peut se perdre un peu. Parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il est en train de mentir, ou est-ce qu'il est en train de rouber les choses, ou est-ce qu'il est en train d'essayer de se souvenir. Et on se déroule, en fait, on découvre à la fin je pense qu'en fait, il savait tout le temps, il savait exactement ce qu'il avait fait, enfin, plus ou moins. Il se souvient presque tout. Mais, et c'est ça les souvenirs, et surtout sous la pression de l'interrogateur, on raconte ce qu'on veut. Et j'aime bien cette forme, en fait ça m'a plu de voir, au fur et à mesure qu'il y avait ces questions que posait l'Américain, j'aimais bien la dimension théâtrale qui émergeait Mm. presque sur la page. C'est la question-réponse, comme ça, une espèce de dialogue. Et j'aimais bien ça. Euh, Ce côté un peu oral en fait de l'histoire qui est racontée. C'est pas très écrit quelque part, c'est très parlé. Mais la parole est forcée, elle est incohérente, elle est fausse, elle est pleine d'obscurité et parfois de clarté qui émerge comme ça par touche. Mais donc il y a une force, il y a une espèce, pour moi cette question-là est vraiment, ça dicte la forme de ce roman, qui est un truc où il y a une incertitude radicale au cœur. On ne sait Mm. pas, à partir du moment où on ne sait pas pourquoi parle-t-il et à qui parle-t-il, c'est incertain. Et là, c'est quand même, c'est compliqué. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien dire. J'ai beaucoup pensé à j'oublie.
Il y a un mot qui m'a influencé là-dessus, où en fait, ouais, pardon, je m'arrête là. Je trouve aussi que c'était un très beau roman sur la mémoire, du Oui. fait de la, du temps, de la durée, et du fait qu'on démarre au début en avril 45 et qu'en fait à la fin les périodes se mêlent, et voilà, il revient en arrière, il est dans le présent, il est dans le passé en même temps. Ouais. Finalement, il y a ces choses qui sont à la fois indélébiles dans sa mémoire, Ouais. et qui reviennent, voilà, 40 ou 50 ans après, et dont on ne sait toujours pas d'ailleurs si elles sont justes, si elles sont fausses, si elles ont été déformées. Et j'ai trouvé que c'était magnifique, voilà, cette façon aussi de dire, d'une manière indirecte, de parler de ce qu'est la mémoire, et en particulier la mémoire de ce type d'événement. C'est la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qui reste après un événement? Qu'est-ce qui reste et la question est posée en fait dans le bouquin. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est pas les souvenirs, c'est autre chose? C'est une sensation, c'est des odeurs, ce sont des choses physiques qui restent. La question, pour moi, c'est qu'est-ce qui reste, c'est lié à la question de la survie. Pourquoi est-ce qu'il survit? Et c'est la question fondamentale qu'il se pose là, mais dont il n'est pas certain de la réponse. Certains personnages dans le roman disent parce qu'en fait, tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance, tu as vécu, enfin, tu es passé dans le camp comme ça. C'est pour ça que tu as de la chance. Et la chance, c'est une question. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être la chance. Peut-être qu'il a survécu parce qu'il a eu une fortune. Survie, mais lui, il en doute. Lui, il pense que. Donc, et là, je crois qu'il y a un des Américains qui dit mais en fait, c'est peut-être un homme bien. Là aussi, il en doute. Il n'est pas certain qu'il soit un homme bien. Parce que pour toute cette question d'être témoin, participer à des événements, il a participé à des événements, il a peut-être pas fait des choses horribles, mais il a participé. C'est pas un homme bien, mais en même temps c'est pas un homme mauvais, mais en tout cas il n'est pas prêt à accepter ces espèces de jugements de l'américain comme ça, qui est si facile. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? Et en fait, tout le bouquin, en fait, c'est une espèce de révélation de ce que fait la survie. Pourquoi est-ce qu'il se relève toujours après avoir été battu ou torturé ou dans le froid Et en fait, pour moi, il y a plein d'intuitions. C'est qu'il y a c'est d'abord une sorte de réticence, une sorte de retenue personnelle. Je crois que c'est pas de la dignité, c'est pas de la courage ou la force, mais c'est une espèce de quelque chose à l'intérieur qui fait qu'un homme se tient. Il y a cette image qui revient plusieurs fois de la minéralité. Ouais, quelque chose qui est minéral, qui est intouchable au cœur de quelqu'un. Mais en même temps, oui, la pierre, enfin, mais en même temps, je pense que c'est au fond, je crois que c'est au fond, c'est en fait l'image de vous vous rappelez la dent de sagesse qui le choque, qui l'horrifie, il perd donc il enlève sa dent de sagesse et en fait c'est une dent de sagesse. Vous avez déjà vu une dent de sagesse? C'est horrible, c'est préhistorique. Oui. Il fait des trucs hyper longs comme ça. Tubercule ramifié. Ah non, mais c'est dingue. Et en fait, on se demande, alors, ça sort de la bouche, ça a été dans ma bouche pendant des années, ce truc. C'est un truc qui sort, enfin, on dirait un os d'un mammouth, quoi. Un truc. Jurassic Park. Jurassic Park. Donc, c'est quelque chose qui est. En fait, cette capacité de survivre, ça vient de. C'est comme une dent de sagesse, c'est un truc qui est hérité, et on ne sait pas pourquoi. C'est une forme bizarre, c'est presque. On a l'impression que ça ne nous appartient pas. C'est presque à l'extérieur. Mais plus que ça, il y a aussi l'image enfin, il y a le son qui revient. Le son est très important pour lui. Il y a toujours ce moment. Le Danube, la première apparition du Danube est le son, le murmure de l'eau. Et ce murmure, le son, donc quelque chose qui est au-delà des mots, un son, ça revient tout le temps. Et il entend l'eau, il entend les bruits d'oiseaux, il entend des choses. Ces choses-là, quelque part, le soutiennent, enfin, l'aide à survivre. Donc, sans dévoiler l'histoire, on peut dire que Clem réussit il réussit à quitter Vienne par le Danube, par le fleuve, en compagnie d'un officier de la Gestapo et puis d'une femme qu'il a croisée dans la débâcle. Il y a donc l'ambiance du fleuve, continent d'obscurité et de bruit, qui ajoute et qui joue pour beaucoup dans l'atmosphère singulière, dans l'atmosphère trouble du roman. Voilà, donc le fleuve est vraiment quasiment un personnage central.
quelque chose de central dans le récit, Mhm. à la fois par sa présence physique, sonore, et puis par tout ce qui charrie comme métaphore. Donc, j'avais envie de... Il y a le Danube de Magritte, là, qui est là, que j'avais lu il y a des années. C'est génial. Mais le Danube, en fait, j'ai vécu à Vienne avec Francesca pendant 5 ans. Donc, en fait, on a vu le Danube beaucoup. Et c'est un fleuve qui est super. Enfin, c'est un fleuve très puissant. Et puis, comme on découvre dans le bouquin de Magritte, il commence comme un filet d'eau. Donc, l'origine même est un peu incertaine. On pense que c'est peut-être le Breg ou c'est peut-être le Brega. Enfin, on De sait pas trop. Neuschingen. Voilà, en Allemagne, dans la forêt noire. Mais bon, ça commence là en tout cas. Ça grandit, c'est un petit filet d'eau très clair, puis ça grandit, ça prend de la forme, ça prend une espèce de. Puis ça devient puissance, brune, majestueuse quelque part. Enfin, ça pousse, ça tire tout le continent vers l'est et ça jette comme ça dans le. Ça passe par tout, je sais pas combien de villes capitales en Europe, une dizaine, je sais pas, 7-8 pays, et puis ça se jette comme ça dans la mer Noire, sans finir, parce que ça finit en delta, donc ça se désagrège, c'est une rivière qui performe, qui finit dans une espèce de lac qui couvre je sais pas combien de dizaines de, de kilomètres carrés, et qui donc en fait devient la mer, mais sans une transition, où l'eau est saumâtre, et puis ce delta est une luxuriance de végétation, d'oiseaux, enfin, je crois que c'est une zone protégée pour les oiseaux, c'est incroyable à Sulina. Donc le Danube, c'est important. Et le Danube, ça a toujours été historiquement une frontière entre l'Empire romain, les Goths, les Visigoths, tout ça. Et puis c'est une région où tellement de peuples ont vécu, ont traversé ce fleuve, n'ont pas traversé. Donc il y a ça, il y a ce côté physique de la rivière puis ce mouvement voilà, qui va vers l'est et qui jette dans la mer. Et puis il y a le fleuve comme image, hein, parce que moi j'ai beaucoup lu, j'ai toujours beaucoup influencé par la poésie en fait, et j'ai lu et relu les Quartiers de T.S. Eliot. Alors, et dans les Quartiers de T.S. Eliot, il y a une partie où il parle de la rivière comme étant un dieu brun, puissant, patient, buté, intraitable. Et là déjà, et c'est ça le Danube. C'est un espèce de truc, ouais, c'est patient, c'est buté, c'est intraitable, c'est dangereux. Et en fait, on a l'impression qu'on contrôle les rivières, mais on ne les contrôle pas. Donc les rivières, les fleuves surtout, sont ça beau. Et puis T.S. Eliot dans le même poème, parle de la rivière comme étant quelque chose que l'homme porte en lui, la femme porte en elle, et par opposition à la mer, où la mer est dehors. La mer, c'est quelque chose qui est au-delà. Donc c'est beau. Il y a un truc, il y a un mouvement de dedans vers l'au-delà, dans toute rivière, parce qu'il se jette. Et ce même poème parle beaucoup du bruit aussi, je ne sais pas comment dire en français, mais des bouées. Le bruit des bouées dans la mer qui bouge comme ça. Il y a un bruit très particulier qui évoque tout de suite la mer et qui évoque d'un coup dans un bruit un sentiment énorme de ce que c'est la mer, sans avoir besoin de dire plus. Voilà. Donc le fleuve, enfin le Danube, ouais, c'est très important. Quand on va en Afrique, les fleuves, c'est hyper important. Ah, bah, D'ailleurs, le Congo, tous les noms des pays, c'est le nom des fleuves. Ouais, ouais. Il n'y a plus la Haute-Volta. Ouais. J'ai jamais vu ces fleuves. Ouais. Niger. C'est important pour les Africains. C'est souvent des frontières aussi, des fleuves. C'est le lieu de contact, donc c'est une frontière, mais en même temps c'est un lieu d'échange, commerce, etc., culture. Et donc dans la ville en pleine débâcle, Clem rencontre une femme qui va quitter Vienne avec lui sur le fleuve. On ne sait rien en fait, on ne sait rien de cette femme, si c'est qu'elle s'appelle Barbara. Et c'est une rencontre dont on sent, on pressent qu'elle est forte, qu'elle est intense, mais il n'y a quasiment pas de mots. Et elle est racontée, enfin c'est très allusif en fait comme rencontre. Donc au fond, ça emprunte à la fois au roman d'espionnage, mais il y a aussi cette histoire d'amour sur fond de guerre. Voilà, et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de la raconter comme ça de manière si allusive. Enfin, pas de la raconter en fait,
Ouais. Peut-être qu'un jour, je créerai quelque chose qui serait direct, enfin, sur un roman d'amour où il y aura des déclarations d'amour, des scènes de. Mais c'est pas possible, quoi. Je sais pas, c'est comme, les envolées lyriques du dialogue intérieur. J'y crois pas trop. Enfin, je sais pas. C'est pas comme ça se passe. Je sais pas. Donc, c'est vrai que là, c'est quand même poussé à l'extrême, mais c'est au cœur du roman. C'est un roman d'amour, quelque part. Je parlais du langage avant. Et moi, s'il y a des limites du langage, s'il y a un monde à l'extérieur du langage, pour moi, l'intuition que j'ai, c'est que chaque roman, il y a un roman qui n'est pas dit. Donc, il y a le roman qui est écrit, et puis il y a le roman qui est pas écrit, qui est là, parce que les mots évoquent quelque chose. Ils expriment quelque chose de ce monde du non-langage, mais qui n'est pas là. Et donc, pour moi, au fond, c'est un roman d'amour, en fait, au fond. Même si c'est pas écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Je vois très bien. Voilà, donc en fait, c'est ça. Et c'est compliqué à faire, mais c'est pour ça que faut pas faire plus que d'une illusion. Toute la force de ça va venir, j'espère, par l'imagination même du lecteur qui va boucher qui va reprendre l'image et le faire vivre par sa propre expérience. C'est dire, oui, il y a des moments cette rencontre entre Clem et Barbara, elle est non-parole. Il n'y a pas de parole entre eux, très peu de dialogue en fait. Ils se parlent, je crois que 2 fois. Mais ils se regardent. Le premier regard qui traverse cette cour intérieure, c'est un regard qui est échangé, qui est très puissant. Il ne veut pas lâcher ce regard, il veut la regarder. Il attend qu'elle revienne. Et puis ils se regardent dans la cour, où ils se rencontrent physiquement. Il la voit de l'autre côté, il y a une espèce d'échange, il voit ses jambes, enfin c'est tout dans le regard. Voilà, mais qu'est-ce qu'il faut dire plus, parce que c'est ça l'amour, en fait, c'est le regard. C'est magnifique. C'est ça. Après, il est ballotté, il est pris, il faillit, il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Il aurait peut-être dû, s'il avait été quelqu'un de bien, la rechercher après la guerre, aller voir qui est pas. Il ne le fait pas. Clem, il n'est pas parfait, quoi. Il semble. Et puis il se retrouve, mais il a la chance de le retrouver, et c'est peut-être un peu incroyable, mais il y a le résultat qui revient. Voilà. Donc c'est un homme qui parle peu. Une des raisons, c'est aussi sans doute parce qu'il a été témoin de choses qui ne peuvent pas être dites, ou en tout cas qui ne peuvent pas être entendues, qu'on découvre à la fin du livre. C'est comme tous ces survivants, puisque lui, il a été témoin de choses qui finalement, qui sont un peu dites à la fin, mais qui n'ont pas été révélées en 45 ni en 50, mais dans les années 70 ou 80. Donc c'est aussi ça. Non, vous avez raison. Ça m'a gêné, ça me gêne encore. Mais il est survivant de quelque chose qui est très particulier, qui est une expérience très particulière, qui est cette partie de la Deuxième Guerre mondiale qui est une tragédie sans fond. Et voilà, mais ça fait partie de l'expérience de Clem. Ouais. C'est impossible d'en parler. Et je me suis longtemps posé la question, et je me pose encore la question, est-ce qu'on a le droit, vous savez, cette question, est-ce qu'on a le droit de parler en fiction de la Shoah, de ce qui s'est de la Shoah par balle, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Oui. Il y a des auteurs qui disent non. Les auteurs, de cette manière-là, oui. Ils disent non, il n'y a pas de fiction possible. On n'a pas le droit d'en faire. Il y a des auteurs qui disent oui, comme il s'appelle l'anglais, là, qui a placé un roman au milieu d'Auschwitz. Martin Amis. Lui, il dit je m'en fous, j'écris sur la littérature, il n'y a pas de limite. Et puis il y en a qui le font avec beaucoup de ruses, notamment, j'oublie tout le temps, mais Enlo 49, l'extraordinaire. Un survivant Non, un linguiste américano-néerlandais qui a écrit un bouquin en fait qui est une sorte de mise en abîme de la Shoah, mais qui est extraordinaire. Enfin, c'est terrible, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref. Oméga mineur non. Oméga mineur, absolument. Paul Verhaegen, ouais, qui est incroyable. Mais je crois qu'on peut en parler, mais je crois que la question doit se poser. Je crois que Martin Amis, j'ai entendu un entretien avec lui un jour, il balayait la question comme ça, il disait, la question ne se pose pas. Littérature, on a le droit de tout faire, je m'en fous. Une espèce de côté pirate, je m'en fous. Tout m'appartient.
Et là, je suis pas d'accord. Et Il y a je quand même trouve une- que ce qui est extraordinaire dans Au fond, c'est que justement, il n'y a quasiment que du silence, quasiment que du silence, Ouais. et juste une ou deux choses qui voilà, sont dites à un moment ou à un autre, et voilà, qui font que là, c'est possible. Et ça, je trouve que c'est quand même un fil ou quelque chose qui est extrêmement difficile à réussir. J'ai lu il y a un an, parce que quelqu'un m'avait dit, il faut que tu lis ça absolument. C'est une femme polonaise qui est passée en Suisse, qui a écrit Martha, comment ça s'appelle? J'ai les blancs aussi. Publié chez Seuil. Elle a écrit une trilogie sur deux frères. Ok, ça va, bon, pardon. Mais qui fait un peu pareil. Ouais. Et alors, Clem, est-ce qu'il y a des. Pourquoi est-ce qu'il y a ce diminutif? Est-ce qu'il y a des sources d'inspiration littéraire pour ce personnage? Bah, ouais, non, pas vraiment. Non, honnêtement, j'aime bien les diminutifs comme ça. Clem, ça fait un peu, c'est un peu une claque, quoi. C'est un prénom fort comme ça. C'est plein de consonnes, Gaël, M, etc. J'aime bien. Et Clément, c'est plus littéraire, ça évoque autre chose. Mais Clem, c'est pas ça, hein. C'est Clem. Et Steiner, c'est Georges Steiner pour moi. Duff aussi. Là aussi, ouais, c'est un peu comme ça. Mm. Mais c'est pas un diminutif. Donc, c'est que ça. Mais le prénom, c'est compliqué hein, à trouver. Faut réfléchir beaucoup, c'est compliqué. Pour conclure, ce serait peut-être bien d'en lire un extrait, Ok, le début. oui. Ah, je vais le faire. Ok. Ouais. Ok. Ok. Vienne était, Vienne était assiégée par l'armée rouge. La ville était sur le point de tomber. C'était le 7 ou le 8 avril. Il ne se souvenait pas de la date exacte. Ses mains avaient tremblé quand il a ouvert la porte. Il dit « Mes mains tremblaient. Je suis revenu dans l'appartement et j'ai attendu dans l'entrée. C'était la faim. Mes mains tremblaient à cause de la faim. Je n'avais pas mangé depuis des jours. J'ai tenu mes mains devant moi et j'ai attendu. Quand elles ont arrêté de trembler, je suis sorti. » Commença comme ça. Il fallait bien commencer quelque part. Une lumière grise tombait de la fenêtre, l'air était humide. Il descendit les escaliers, des bruits provenaient de l'appartement d'en dessous. Des bruits de pas, de voix. La porte de l'appartement s'ouvrit, un homme en uniforme se tenait dans l'entrée. Il avait le visage pâle et maigre, les cheveux ébouriffés, de petits yeux. Un bouton de sa veste était défait, sa peau était blanche. Clem s'arrêta. Le soldat le regarda. Clem ne dit rien. Le soldat fit un pas vers lui. À l'intérieur de l'appartement retentit une voix d'homme. « Ne bouge pas. » Le soldat se retourna. « Ne sors pas d'ici, dit l'homme à l'intérieur. »« Pourquoi » dit le soldat. « Ferme la porte. » Le soldat regarda Clem. L'homme à l'intérieur répéta « Je te dis de fermer la porte. Tu n'aurais pas dû l'ouvrir. » Le soldat regarda Clem. Clem ne bougea pas. Le soldat claqua la porte. Le cœur de Clem battait vite. Derrière la porte, il entendit un murmure de voix. Il se demanda combien de temps il allait encore pouvoir tenir. La cage d'escalier sentait le chou bouilli. La pierre des marches était polie par l'usure. La peinture s'écaillait des murs. Au rez-de-chaussée, à travers la porte qui donnait sur un jardin, Clem vit un homme en train de bêcher. L'homme continua un moment avant de remarquer sa présence. Il se retourna brusquement, le visage terrifié, un bras jeté devant lui pour se protéger. C'était Alzer, le mari de la concierge, Johann Alzer. « C'est vous, dit Alzer. Clem ne dit rien. « Ma femme m'avait dit que vous étiez revenu. » Le visage d'Alzer était rouge. « C'est bien que vous soyez revenu. Pourquoi » demanda Clem. Alzer le regarda. Il y a eu des vols dans l'immeuble. Ils se regardèrent. « Qui habite dans l'appartement sous le mien » demanda Clem. Alzer hésita. « Je ne sais pas trop. Les gens n'arrêtent pas d'aller et de venir. » Clem pensa au soldat qui avait ouvert la porte. Il n'avait pas plus de 18 ans. L'artillerie russe tonna au loin. Alzer regardait le ciel. Ses yeux étaient d'un bleu liquide. Les Russes ont pris Schönbrunn. Schönbrunn était à moins de 5 kilomètres. On se bat pour chaque rue maintenant. Ils seront là, ici, d'un jour à l'autre. Clem pensa à la peau imberbe du soldat qui avait ouvert la porte. « Vous avez mangé » demanda Alzer.
Clem était revenu à Vienne la veille. Il n'avait ni mangé ni quitté l'appartement. Il était une coquille de peau tirée sur les os. Il n'y a plus de nourriture en ville, dit Alcer. Clem se retourna. Vous allez repartir demanda Alcer. Clem ne répondit pas. Repartir? Le hall se trouvait dans l'ombre. Clem se rappelait combien il avait aimé courir dans ce hall, courir, grimper les escaliers à toute vitesse, frapper à la porte de l'appartement de ses parents, essoufflé, impatient, comme un louveteau. À quoi pensait-il alors? Il se souvenait de son corps de garçon, il se souvenait de ses mains, petites, des os pointus de ses genoux, de son profil entreaperçu dans le miroir. Il ne se souvenait pas de ses pensées. Ah, t'es là. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est gentil de venir, merci beaucoup.